2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Terrien, bonjour et bienvenue. Oyez, gens du peuple, c'est votre émission, c'est l'original. Méfiez-vous des imitations, l'authenticité ici au quotidien sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. C'est parti pour le LGF, le grand forum en ce mercredi 9 juin. Avec un programme, ma foi, très chargé. On parlera une nouvelle fois des régionales. On sera en Seine-et-Marne avec Amina Bakar, qui est tête de liste en Seine-et-Marne pour les régionales 2022, les 20 et 27 juin prochains, pour sans étiquette, hein, c'est non affilié à un parti politique. On découvrira donc Amina Bakar et son programme qu'elle propose aux Seine-et-Marnais. Je pense qu'on dit ça comme ça. On parlera aussi de la mucoviscidose avec le témoignage d'une dame tout à l'heure dans le LGF à propos de son fils. Et vous allez voir, témoignage poignant à découvrir. Association Capis pour parler du médical au Maroc. Ils seront nos invités aussi tout à l'heure dans cette émission. Et puis la gifle qui met tout le monde d'accord, c'est la gifle qu'a reçue Macron et toute la classe politique est de pair pour condamner évidemment cet acte intolérable. Condamnable, évidemment, ici sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. J'ai des cadeaux à vous offrir, les amis. Vous savez que demain démarre au Cabaret Sauvage l'orchestre de la Casbah, avec chaque soir un artiste invité en guest star. J'ai 6 invitations à vous offrir. On les fera partir par 2 dans quelques minutes. Je vous expliquerai. Vous allez voir, c'est tout simple. Ça démarre donc demain. Donc 6 places pour demain soir. La première, l'orchestre du Chabi au Cabaret Sauvage, qui fait donc sa réouverture. Et c'est aujourd'hui le grand jour, puisque vous savez, les restaurants peuvent à nouveau nous accueillir dans leur salle. Oui, c'est magnifique. Bienvenue tout le monde avec aujourd'hui un trio de pères. C'est le mercredi et forcément c'est la journée des enfants. Audrey Pronosti, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tout le monde quoi. Oui, absolument. Philippe Bouriaki, comment va-t-il ? Bonjour à tous et à toutes, ça va très bien aujourd'hui. Voilà, j'ai bien dit que c'était mercredi. Hein. Nasser Lagili, le sage de l'équipe. Bonjour mon Nasser. Salut Christophe, bonjour aux auditrices et auditeurs. Qu'est-ce qui se passe ? T'as une toute petite vie. Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Ouais, tu te serais pas fait vacciner toi par hasard ? Si. Voilà, bah voilà. Voilà. Collabo. Voilà. C'est les effets. Voilà. Les effets, non mais t'as mal, sérieux ? Non, c'est vrai, vraiment. Mais tout le monde le dit hein, quand tu te fais vacciner. Non, moi j'ai normal, mais comme tous les vaccins. Pfizer, moi, rien du tout les gars. Si, quand même le bras, t'as eu un petit peu mal au bras. Ça me rassure, moi, peu, c'est celui-là que je vais faire normalement. Bon, bah je fais pas de message personnel, mais je vais en faire un aujourd'hui. Je voudrais dédier cette émission à celle qui m'a dit oui il y a 20 ans. Donc voilà, c'est pour elle. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Bravo, je félicite l'URSSAF qui t'a dit oui il y a 20 ans. Non, mais très bel hommage. Elle est en beaucoup plus plus belle que l'URSSAF, hein, je te jure. Ah ouais. Franchement, tu sais, il y en a qui m'ont dit ouais, putain, tu vois pas, mais t'arrives à. Franchement, faut pas croire. Mais c'est pas beau quand même d'entendre comme ça un homme rendre hommage à sa femme 20 ans après 20 ans de mariage. Franchement, c'est ça. Mais c'est magnifique. Mais 20 ans de bonheur, Audrey. Mais ouais, non, mais j'en doute pas. Hein. J'en doute pas, au contraire. Si t'en parles comme ça. Là, on est à l'antenne, c'est pour ça que tu dis ça, mais qu'on est tous les deux. Non, c'est pas vrai. Je recycle pour 2 fois 20 ans. Merde. Allez, c'est parti pour le quiz. Ah, il y a Nabil aussi. DJ Nabil, vas-y, viens Nabil. Allez, DJ Nabil. Ça va mon Nabil ? Ça va et toi ? Tu reçois qui ce soir ? Dalia. C'est qui Dalia ? Oh là là, C'est il une connaît pas jeune qui Dalia. a fait The Voice France, The Voice Arabe. Elle est arrivée 2ème, elle a représenté l'Algérie. D'accord. Elle avait fait une chanson, je Elle crois. elle a appris le turc en même turc. pas 1 an, 2 ans, ouais, elle a fait un truc turc. T'es shaker ? Et le pire, c'est qu'elle a chanté turc devant 80 000 spectateurs dans le stade de Düsseldorf. Magnifique. Düsseldorf, c'est en Allemagne ça. Non, c'est en Allemagne. Oui, bah oui, Düsseldorf, c'est en Allemagne. Une province turque, l'Allemagne, voyons. Bon, allez, comme les dirait questions. notre ami Zemmour. Il faut pas qu'on perde de temps, on a un programme chargé. Vas-y. Allez, voici mes questions. Non, t'as pas. Ils peuvent pas regarder mes réponses.
C'est écrit en braille. Qui sait lire le braille ici? Personne. Si, Abdeslam. Non, mais on sait jamais. Hein. Peut-être que il y a des personnes qui t'ont soudoyé pour. Cérémonie. Oh, les rumeurs. Allez. Je n'ai rien dit. Stop. J'ai dit peut-être. Un peu d'ordre dans cette émission. Cérémonie d'ouverture d'un événement sportif. On est en 98. Lequel? Roland Garros. Football. La Coupe du Monde de football. Coupe du Monde de football. Je prends Audrey. C'est la bonne réponse. Merci, parce que je l'ai dit du début jusqu'à la fin. Voilà. Et je Cérémonie d'un événement sportif. Et bah tant pis, j'ai dit Coupe du Monde de football. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais ça, c'est des vraies questions, ça. Les commentaires. Ah oui. Quel joueur de l'équipe de France de football décide de mettre fin à sa carrière Zidane. en 2001? Pas du tout. Deschamps. Deschamps. Ah, yes. Ah, C'est ça, bébé. 9-4 connection. j'allais dire Guillaume. N'importe mais en quoi. fait, Didier Deschamps. 2, Zidane et Deschamps. 1 Audrey, 1 Philippe, 0 Nasser, 0 Nabil. Je cherche à présent une chanteuse française. Elle est née en 1930. Edith Piaf. Non, indice l'aigle noir. Barbara. Bonne réponse. C'est ici, bébé. T'es malade ou quoi? Le 24 novembre 1997, elle nous a quitté. À Barbara. 16h24, exactement. Non, dis pas n'importe quoi. Mais non, mais lui, De c'est pas Philippe. possible. Je cherche un acteur belge né en 1932. J'allais dire Boulevard, mais non. Brel. Non, en 32. Non, Un 1936, pardon. J'ai dit. Fernand Reynaud. Non, acteur belge. Fernand Les Reynaud. aventures de Rabbi Jacob. Louis de Funès. Non, comment il s'appelle Audrey, tu connais. Je l'ai sur le bout de la langue. L'hôtel de la plage. Il est mort le 5 mars 2013. Bourville. Non, mais non. Ah, bah alors, Rabbi Jacob, c'est je l'autre sais pas, là. le- Un acteur Salomon, belge. Celui qui faisait Salomon. Francis de son prénom. Ah, là, voilà. fais-moi les malins. Ah, là. mais tu parles de Belgique, moi. Bah, Belgique, c'est pas le Francis chocolat, Huster, donc. Non, non, c'est pas Francis Huster. Bah ouais. Voilà, Et en mais plus, c'est il, qui en plus, il est encore en vie, donc je dis des conneries. Ça y est, il vient de mourir. Francis, si tu nous Oh, entends. bah non, en plus, je l'aime trop. Il est mort en 2013, Ouais, bah. le 5 mars. Bon, ouais, super. Francis Lemaire, ça vous dit rien? Ah, pas. Oh là là, le Il y a pauvre. que toi qui connais, hein. Là. Bah non, mais c'est surtout Tu le peux pauvre. augmenter le micro là? Non, mais vous êtes. Mais t'es à fond, vieux. Ah bon? Merde, Oui. pardon. Je cherche à présent un acteur, scénariste, guitariste, mais aussi réalisateur américain. Il est né en 1963. Indice Denis Brasco ou encore Las Vegas. Palma. Pas du tout. Brian Scorsese. Las Vegas paranormal. Paranote. Tu cherches un guitariste? Ouais, il a été guitariste. Oh non, mais vas-y, tu cherches où tes questions Jimi là? Hendrix, allez. Non, mais le mec, il a été au placard dans mais la cherche nuit. pas du il était côté dans de le club guitariste. psychiatrique. Acteur, scénariste. Ah ouais, acteur, guitariste scénariste. et réalisateur américain. Né en Denis 63. Denis Brasco, le film. Oui. Ah, Pacino. Non, il a eu une petite liaison avec Vanessa Paradis. Oui, Johnny Depp. Non, c'est moi. C'est Philippe. Bah, fallait c'est moi, commencer c'est moi, par c'est là, hein. moi. Attends. Il fallait dire, je connais toutes ces relations. Florent Pagny, Lenny Kravitz. Il y avait moi à un moment donné, mais vite fait. Mais... Je cherche, enfin et pour finir, une actrice, productrice et réalisatrice Tabata Cash. israélo-américaine née Uma en Thurman. 1981. Quoi? Uma Thurman. Non. Indice, Léon. Celle qui a fait- Mila Djokovic. Non, comment elle Ouais, s'appelle? entre Celle qui a fait adultes. Black Swan. Entre adultes consentants. Ah, j'ai dit. Ah, Nathalie Portman. Oui! Bonne réponse. Nathalie Portman, mais ça ne suffira pas J'ai gagné, vrai j'ai pour la gagné. victoire. Bon, je Puisque- dois reconnaître que je l'avais sur le bout de la langue, mais que je suis honnête. Garance m'a Heureusement donné... qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Non, j'allais je suis sortir des- honnête. Garance m'a donné le prénom et j'ai trouvé. Quoi Bonjour Garance, ça Eh, va? recommence plus jamais ça, toi. Ça va Garance? Mais c'est parce que je veux Garance pas être qui malhonnête, fait- voilà. Non mais Garance qui va avoir des difficultés aujourd'hui, je la plains franchement, Pourquoi je pense qu'on va la payer double aujourd'hui parce que En tout faire cas, un merci, live c'est pas tweet avec 3 zigotos comme vous, ça va être Non, mais très attends. compliqué. Non, mais tu te rends compte l'énormité qu'il vient de dire? Quoi? Elle est payée, c'est une stagiaire, elle est Oui, payée oui, 0, oui. on va la payer double. Donc 2 fois 0, c'est toujours égal à 0. 2 fois 0, toujours égal 0 évidemment. C'est t'as énorme. raison, t'as France raison. Maghreb 2 premier sur les 0. Elle pourrait participer avec nous, hein, n'empêche. Garance, ça va? Ouais, ça va. Je sais pas si tu m'entends. Vas-y, Ouais, je rapproche t'entends, le micro, là. Voilà, rapproche le micro. Dis bonjour au micro. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Ah, maintenant, on s'habitue à toi. Hein. Ouais. Oui, ça va très bien, merci. Garance, comment on va faire pour se passer de toi après? Bah, Non, mais je tu sais restes, pas. ça y est, c'est bon. C'est quoi cette déclaration de ouf là? Oh, Hakima. Je m'en fous, je l'enregistre, je l'envoie à ta femme. T'inquiète. N'importe quoi, Ça y est, c'est sur les réseaux, de toute façon. Ça y est, c'est. Bon, alors les amis, Garance donc qui est sur Twitter, le grand forum FM2 pour suivre les déclarations de Philippe Orieki, de Audrey Pronesti, de Nasser Lajili et de nos invités aussi. On va parler de choses un peu compliquées tout à l'heure à 17h. On parlera de la mucoviscidose.
Cette maladie qui a vu partir notamment Grégory Le Marchal. Vous vous en souvenez, c'était en 2006 si je me souviens bien. Et on parlera donc, c'est une maman qui va témoigner pour son fils, puisque visiblement les médicaments ne suffisent plus, il faut une machine et ça coûte très cher, donc peut-être un élan de solidarité qui risque de s'enclencher tout à l'heure, on l'espère en tout cas. Et puis on parlera aussi avec l'association Capis, on parlera de médical pour le Maroc avec nos invités. Et notre invité côté politique aujourd'hui, c'est Amina Bakar. Elle est tête de liste en Seine-et-Marne dans le 77 pour les régionales 2022, non aparté à un parti politique. Elle est issue de la société civile, donc on découvrira Amina Bakar. Ça c'est bien ça. Et moi, par exemple, vous savez, il y a plus de gens, ils en ont marre, ils savent plus quoi choisir. Les candidats sans étiquette ou non affiliés à un parti politique, c'est très vendeur en ce moment. Moi je pense surtout que ça reflète énormément l'état d'esprit des gens, parce qu'aujourd'hui ça serait même très intéressant, on en parlait pas longtemps, de définir ce que c'est que la gauche et la droite maintenant. Donc du coup, quand il n'y a pas d'étiquette, j'ai la sensation, moi en tout cas, que les gens ont plus confiance. Allez, j'ai des invitations à vous offrir maintenant, là, au 01 40 33 9000. La première personne qui m'appelle, je lui offre 2 invitations pour demain à 19h, l'orchestre de la Casbah, premier spectacle au Cabaret Sauvage, 2 places à vous offrir, 01 40 33 9000, c'est maintenant, tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h. Et les 2 premières places pour le Cabaret Sauvage, c'est pour Tariq. Salut mon Tariq. Bonjour. Comment ça va mon Tariq? Tu nous appelles d'où? Ouais, ça va, ça se passe. Je vous appelle de Cachan. De Cachan, on est dans le Val-de-Marne, 9-4. Alors, demain soir, tu vas y aller avec qui? Ma mère. Avec ta mère, ça c'est un beau cadeau, bravo Tariq. Écoute, je te souhaite une très très bonne soirée. Ça sera la première du spectacle, l'orchestre de la Casbah, donc au Cabaret Sauvage. En plus c'est super sympa, ça va être sur la terrasse, donc en plein air. Et voilà, tu vas kiffer, tu nous en diras des nouvelles. Donc demain soir 19h ça commence pour que tu sois là-bas. Et puis on va transmettre tout ça. Et puis 19h, voilà, c'est aux frais de la princesse, c'est France Maghreb 2 qui offre, ok? Je te remercie beaucoup et je vous écoute assez souvent. C'est très bien. C'est un peu chaud dans vos émissions, c'est limite on dirait vous allez vous battre. Non, jamais, mais non. Toujours de la bienveillance. C'est toujours de la bienveillance, bon t'inquiète pas. Là, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais bon, des fois il y a des désaccords, mais. C'est normal, c'est la vie. Je crois qu'il fait allusion à celui d'avant-hier. Non, mais c'est la vie, c'est normal, c'est comme ça, tu sais mon Tariq, c'est comme ça. Écoute, je t'embrasse et je te souhaite un bon spectacle pour demain soir, Tariq. Merci. Et je voudrais juste faire une dédicace à mon pote Kamel. Ouais. Kamel de Draveil. Et je salue le club du Bondy CC Foot Club. Bondy CC Foot. Ok, oui. super, on les salue. Merci beaucoup, mon Tariq. Merci. Salut. Au revoir. Ciao et bravo. 2 autres places à vous offrir tout à l'heure. Ne bougez pas, il y en aura pour tout le monde aujourd'hui et pour les autres jours aussi. Bon, Philippe Boyaki. Ils sont. Les gars, il y a émission là, vous faites quoi là? Vous croyez où là? Ils sont en mode. Ils sont malades ces gens-là. Ils sont en mode de businessman. Quand ils vont dans d'autres radios, t'inquiète pas, ils sont à l'heure, ils bougent pas. Ici à France Maghreb 2, tu vois, voilà. Regarde, ça va mon Nasser? Nasser, c'est pour la bonne cause. Moi, c'était pour faire le thé, quoi. Un bon thé à la menthe, exactement. Ouais, c'est pour ça que Nabil il est là le mercredi, tu vois. Voilà. Bon, alors, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier, qui est un véritable. Comment dirais-je? J'allais pas dire événement parce que ça n'en est pas un. Mais ce qui s'est passé hier, évidemment, c'est le président de la République qui a décidé, vous le savez, de repartir un petit peu, rencontrer les Français sur le terrain. Il était dans la Drôme hier après-midi lorsque un individu s'est approché de lui en lui infligeant une gifle que tout le monde a pu voir depuis hier soir sur toutes les images, bien entendu, dans les chaînes d'infos en continu. Alors, il a réagi en début de soirée. Voici comment Macron a justement interprété ce geste violent, évidemment, qui a été condamné d'ailleurs par l'ensemble de la classe politique. Et en premier lieu, je crois qu'elle a été la plus rapide, c'est Marine Le Pen qui a tout de suite condamné évidemment ce geste. Et pour une fois que cette gifle a mis tout le monde d'accord. Quand la bêtise s'allie à la violence, elle est inacceptable. C'est autre chose. Faut pas la confondre. La colère, moi je l'entends. La colère, démocratiquement, elle s'exprime. Vous savez, je vais toujours au contact. À portée d'engueulade, je le dis. Et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi. Je suis toujours là. Parfois j'ai la réponse, d'autres fois je ne l'ai pas. J'essaie de la bâtir. Parfois je me trompe, d'autres fois j'y arrive. Ça, c'est la colère légitime. Et on sera toujours là pour y répondre. La bêtise et la violence, non.
Pas en démocratie. Et certains de vos prédécesseurs ne pouvaient plus aller dans certains Mais oui, mais moi je continuerai d'aller partout. Parce que, mais bien sûr, vous voyez, tout de suite. Vous ne le prenez pas comme Non, pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont très fatigués dans la période. Il ne faut rien céder à la violence, et en particulier la violence contre tous les représentants, si je puis dire, de la chose publique. Qu'il s'agisse de maires, qu'il s'agisse de fonctionnaires, qu'il s'agisse de celles et ceux qui s'engagent pour la chose publique. Et il ne faut pas non plus, je dis médiatiquement, qu'on lui donne trop d'importance. Il faut être intraitable sur les valeurs. En démocratie, il n'y a pas de place pour la haine et la violence. Mais il ne faut pas non plus qu'on donne trop de place à cela, parce qu'on finit par penser que c'est partout dans la société, ce qui n'est pas vrai. Il faut remettre tout ça à sa juste valeur. Voilà, Emmanuel Macron donc, qui réagissait à ce geste violent, évidemment. Je pense que d'abord, autour de cette table, on est tous d'accord pour condamner ce geste. Bien entendu, on peut être en total désaccord avec le président de la République, mais en aucun cas, on ne peut cautionner. Je voulais juste vous donner une petite réaction d'un individu en fait qui continue d'être ce qu'il est, c'est-à-dire Éric Zemmour qui dit voilà, ce geste évidemment est inqualifiable et scandaleux. Mais il n'a eu ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait. Voilà ce comment qualifie donc Éric Zemmour. C'est Zemmour qui dit ça. C'est Zemmour, exactement. Voilà, avec cette petite phrase. Nasser Lajli, tu es en opposition évidemment avec Emmanuel Macron. Bien évidemment. Et pour autant, on ne partage pas forcément les mêmes idées, mais la violence physique ne doit pas prendre place aussi là-dessus. Et je pense que la majorité des Français pensent la même chose. Mais voilà, on constate aujourd'hui que la situation, quand il dit que c'est un cas isolé, je ne pense pas forcément la même chose que lui. Ouais. Il se trouve que l'individu qui a été arrêté, qui est l'auteur de la gifle, on a retrouvé chez lui des armes à feu et on a retrouvé un exemplaire de Mein Kampf. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu à quel individu à qui on avait affaire. Un royaliste, proche évidemment de l'extrême droite, visiblement. On en reparlera dans la chronique. Voilà, dans quelques minutes, mon Nasser. Audrey, comment t'as interprété ce geste Bon, déjà, la toute première fois que je l'ai vu, j'y ai pas cru. La toute première fois, j'y ai pas cru. Je me suis dit que c'était complètement surréaliste. Après, effectivement, je me suis rendu compte, en plus sous différents angles, que c'était bien arrivé. Évidemment que je condamne ça, la question ne se pose pas. Maintenant, je me suis posé la question comment on a fait pour en arriver là. Il y a toujours. C'est pas une première, Audrey. Hein. Non, ce n'est pas une première. Nicolas Sarkozy aussi, il y a le droit. Mais là, il y a eu quand même. Nicolas Sarkozy, on était dans un contexte où ils étaient assez proches. C'était pendant le salon de l'agriculture. C'était du touche-moi pas, casse-toi pas au front. Je répète les propos. Là, il y a eu effectivement, c'était du langage, une violence verbale. Là, ça a été vraiment une atteinte physique. Et j'ai la sensation que, en tout cas, quand on regarde la vidéo, que la personne, on dirait qu'il s'est donné une sorte de défi pour atteindre le président de la République. Et je pense, à mon sens, que le statut présidentiel aujourd'hui n'est plus du tout respecté. Alors, ça peut s'expliquer sur plein de raisons, mais ça ne les justifie pas. Et c'est pour ça qu'il faut de toute façon condamner. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que toutes les classes politiques confondues condamne ce geste, évidemment. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, si on ne respecte même plus la fonction présidentielle, qu'on soit d'accord ou pas, comme l'a dit Nasser, à un moment donné, on est quand même en démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le respect des institutions, c'est le respect des charges et des fonctions d'un certain nombre de personnes. Qu'on soit d'accord ou pas, ce sont des personnes qui ont été élues. Moi, voilà, Macron, j'ai un certain nombre de critiques à lui faire, mais je veux dire, on est en République, il faut respecter tout ça. Voilà. Donc, mais par contre, j'ai un pote qui m'a dit Hamdoullah, c'était pas un arabe. Non mais voilà, mais le truc, c'est que ça révèle quand même un profond. Ça révèle quand même un profond malaise. Ça révèle quand même un profond malaise au sein des citoyens. J'aimerais qu'on demande à Philippe, parce que Philippe est, pour ceux qui ne le savent pas, a fait aussi de la sécurité rapprochée auprès des personnalités. J'en fais toujours. T'en fais toujours d'ailleurs, oui, absolument, mon Philippe. Alors d'abord, en premier lieu, avant de nous parler de services de sécurité qui, de toute façon, auraient pu rien faire pour l'éviter. Impossible. Voilà, tu vas nous le dire, tu vas nous expliquer dans un instant, mais toi, en tant que républicain, en tant que candidat à une élection régionale au nom d'un parti qui est concurrent à la REM, ce geste t'a choqué ? Bien sûr, bien évidemment.
si tu veux, en République, en démocratie, même si certains se targuent de dire que la République s'est faite sur des larmes et du sang en décapitant des têtes, ce qui n'est pas faux, hein, c'est une réalité. Lorsque tu es en démocratie civilisée et républicain, tu acceptes le combat démocratique, le combat des idées. Ouais. Et ça se passe aussi dans les urnes. Prôner et cautionner la violence n'a pas de sens. Parce que si je suis pas d'accord avec toi, je viens, je t'en mets une. Donc ceux qui seront le plus forts auront toujours gain de cause et raison. Et ça, c'est pas admissible. Ce geste-là n'est pas admissible. J'espère qu'il sera sanctionné normalement. Je n'ai pas envie de dire lourdement, mais il risque 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Ouais, bon, il les fera pas. Hein. Non, il les fera pas. Il fera des tiges, etc. Parce qu'il y a des précédents. Il y a Manuel Valls. Faudrait être gentil en émission. T'arrêtes de parler, s'il te plaît. Il y a Manuel Valls. Qui a eu la même chose. Il y a François Hollande qui s'est fait enfariner. Ah oui, entarter. Enfariner. Éric Coquerel s'est fait entarter. Nicolas Sarkozy, justement, ce que nous, on faisait référence, c'était pas au salon d'agriculture, mais c'était en externe où il s'est fait tirer par le callback. Ouais, et puis il y avait une vraie promiscuité. Enfin, là, ils étaient vraiment compressés. Non, je te parle d'un autre truc où il y avait des barrières pareilles, etc. Même procédé où il s'est fait tirer. Ouais. Et donc, c'est pour ça que il n'y a rien à reprocher au GSPR, qui est le groupe de sécurité du président de la République. Qui est toujours, contrairement à ce que j'ai pu entendre à la télé, en disant oui, les groupes de sécurité étaient à 100 mètres du président. Non, c'est faux. Ils sont à proximité, quoi. Ils sont très à proximité. Alors, tout dépend le lieu et l'environnement. Lorsque tu es dans un environnement sain, ils sont à 1m50, voire 2 mètres, parce qu'il y a une bulle, il y a un endroit fermé où les gens ont été checkés, ont été vérifiés, tu sais, ont été fouillés. Donc voilà, en gros, s'il va au meeting de la République En Marche, il est un petit peu serein, ou même dans un truc un petit peu privé. Lorsque tu es en extérieur, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a un membre des sécurités, pardon Philippe, il y a un membre de la sécurité qui avait prévenu de la dangerosité de ce qui allait pouvoir éventuellement se passer. Alors, surtout quand on voit comment il bouge, Macron. Justement, c'est ce que j'allais en venir. Il faut savoir qu'en amont, lors d'un déplacement d'une personnalité, tu as plusieurs étapes. On va parler d'un homme politique, ou en l'occurrence le président de la République. Tu as bien évidemment 2-3 jours avant un repérage des lieux, une cartographie, des gens qui sont checkés, les services de renseignement territoriaux, anciennement RG, qui font la liste de tous les gens qui peuvent être susceptibles de porter atteinte ou trouble à l'ordre public, etc. Donc eux sont gentiment convoqués au commissariat pour une enquête préliminaire pour autre chose, et donc à ce moment-là ils ne sont pas sur le dispositif. Ouais. Tu as le commissariat de district ou la gendarmerie départementale qui quadrille certains axes qui sont fermés pour checker les véhicules, vérifier un tas de choses. Et puis après, tu as toujours une, voire 2 compagnies de gendarmes mobiles ou de CRS qui sont là vraiment aux abords du cortège, à chaque intersection, devant ou derrière légèrement la foule. Tu as les membres du groupe de sécurité du président de la République, et tu as des gens civils dans la foule, ainsi que les gens des renseignements territoriaux qui sont là depuis le début, qui sont mêlés à la foule. Vraiment, ils sont très peu identifiables, difficilement identifiables, et qui entendent s'il y a des propos hostiles. Quand tu regardes, il faut savoir que ce point d'étape, lorsque le président de la République hier est sorti et a été en direction vers ce public, je sais de sources sûres que ce public a été fouillé. Il y avait des gilets jaunes jusqu'à un moment donné où on a fini au dernier moment de les remercier et leur dire de partir parce qu'ils avaient des mots hostiles. Et tout le monde a été fouillé, donc il n'y avait pas de possibilité de sortir un couteau, sauf s'il l'avait dans sa ceinture. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont en amont, qui sont prévisibles. Tu as des profilers qui sont un petit peu partout disséminés. Tu as des tireurs d'élite qui vérifient qu'il n'y a pas de danger grave. J'ai envie de dire heureusement quand même. Non mais c'est très intéressant. Mais après, il y a 2 doctrines. Il y a celle anglo-saxonne, où c'est les services secrets les services secrets, c'est pas les services d'espionnage. Hein. Les services secrets, c'est ceux qui sont à la charge de la protection du président des États-Unis ou du vice-président. S'ils te disent non,
tu ne vas pas là-bas, même le président des États-Unis ne peut pas y aller. Ouais. Ils mettent un veto. Alors qu'en France, c'est une autre doctrine, c'est une doctrine plutôt latine, c'est le politique qui décide in fine s'il y va ou pas. Ouais. Juste le point d'étape où il est sorti hier, le président de la République, n'était pas prévu à la sortie. Donc c'est pour ça que tu les vois un petit peu en décalage, et puis tu le vois qu'il est en mode running, le temps que le dispo se met, mais le dispo était correct. Tu avais un à gauche, un à droite, il y avait une autre agent qui était légèrement en retrait derrière lui sur la droite, et un autre légèrement sur la gauche, et tu vois qu'au moment où il prend le coup, ça va super vite. Au moment où il prend le coup, tu as ceux qui étaient à gauche à droite qui se mettent devant ce qu'on appelle en écran, et celui qui est derrière attrape le président de la République par le col, le retourne, il devient un bouclier en cas de menace tu vois, il y aurait pu avoir un coup, c'était l'agent qui prenait un coup de feu, c'était l'agent qui le prenait. Et tu vois cette femme qui se met en légère trois quarts en position de soutien aux deux qui étaient écran. Puis tu as ceux qui étaient derrière, on voit tout de suite des gendarmes du PSIG, qui est une unité d'intervention de la gendarmerie qui intervient lorsqu'il y a des perquisitions, des arrestations, etc. Donc ce sont des hommes et des femmes aguerris au PSIG. C'est un petit peu l'anciennement élite ou la BRI pour la police. Ouais. Et donc rapidement, les gendarmes de fraction derrière, qui sont des gendarmes mobiles, attrape l'individu, le ceinture. D'ailleurs, tu vois qu'il y a aussi des civils. C'est là où je te disais, il y a des baqueux, il y a des gens des renseignements territoriaux, des RG, qui le neutralisent et qui les filtrent immédiatement. Et son collègue à ce royaliste est identifié immédiatement et neutralisé. Donc tu vois, les mecs, ils sont vraiment performants. Mais le problème qu'il y a avec le président Emmanuel Macron, il y en avait un petit peu le même problème avec Sarkozy. C'est qu'ils aiment aller au contact, même lorsqu'il y a des situations belliqueuses, parce qu'il aime cette confrontation. Ouais. Et il en ressort quoi des images à ce moment-là? Des gens qui l'injurient et lui qui se calme et qui les met un petit peu minables. Donc il aime jouer sur ça. Et il excelle dans ce domaine. Carrément. Et tu vois, entre hier et aujourd'hui, le président Macron a pris 7 points, quoi. Ah oui. Donc, ce retour a été complètement bénéfique pour lui. Moi, je te dis, je condamne le geste, mais il n'y a aucun... Parce que j'ai entendu des gens dire des choses infâmes sur le service de sécurité du président de la République, et moi, ça doit pas être facile. Je veux apporter mon soutien total à ces hommes... Tu verras que dans ma chronique, je suis un peu méchant avec eux. À ces hommes et ces femmes de l'ombre qui risquent leur vie, quel que soit le président ou la présidente demain. Ils sont au service de la République, ils sont au service du président, sans se poser de questions. Et ces femmes et ces hommes qui sont aguerris, qui sont entraînés, qui sont des anciens du GIGN, des anciens du RAID, des anciens du GIPN, prendraient une balle par réflexe automatique pour qui que ce soit. Et moi, je veux rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes de l'ombre, y compris celui qui fait le planton à un carrefour pour assurer la sécurité du président, mais aussi, ils assurent aussi la sécurité de la foule et des gens qui sont en colère contre le président de la République. Merci Philippe pour ces explications intéressantes. Mais ça permet de... si j'avais été là, j'aurais été dans la même impasse sur cette problématique. Régulièrement, j'assure la sécurité d'un ami qui est potentiellement le prochain président de la République. Oui. J'ai juste donné le nom pour des raisons de sécurité. J'ai assuré la sécurité de personnalités, et y compris du showbiz et étrangères. Vers la fin, j'étais plutôt dans ce qu'on appelle la logistique, prévoir le nombre de gens, etc. Parce que c'est quand même très fatigant d'être ultra concentré tout le temps, d'être sur le qui-vive, d'être sur les nerfs. Et puis, les caprices de star, c'est très compliqué à gérer quand à 2h du matin, ils veulent faire la fête et rentrer. Enfin, bref, c'est très compliqué. Mais nous, on a un dispositif à peu près similaire. On a des potes qui sont des anciens d'eux. Donc, les formations ne sont pas... attention au niveau du GSPR ou du GSPM ou du GSMI pour le ministre de l'Intérieur, etc. Je t'assure, c'est des super pros, mais in fine, quoi qu'il arrive, c'est toujours le politique qui a le dernier mot en France. Peut-être que cette doctrine, avec ces différentes situations, va peut-être changer, mais c'est un petit peu compliqué. Les mentalités en France sont que si le président te dit « je vais là-bas », même si c'est compliqué, ben... Voilà, ils y vont, ils serrent les dents et ils font en sorte que ça se passe super bien. Et moi, je suis encore une fois à les féliciter, à les remercier pour leur professionnalisme. Alors Nasser, ça t'a inspiré une chronique, toi, tout cela, cet événement? Bien sûr, ça m'a inspiré une chronique, mais je voudrais juste rebondir avant de ce qui a été dit par Philippe. Après, quand on regarde bien les images, moi j'ai l'impression qu'il y a une défaillance au niveau de la sécurité. Non pas de eux, mais plutôt du président de la République quand il vient en courant. Donc la sécurité n'est pas préparée, n'est pas préparée parce qu'ils viennent
on va dire, bien après. On constate que la personne, elle prend la main du président, et là, il fait son geste de la gifle. Ça, c'est inévitable, parce que si tu regardes bien les images, tu vas voir que les deux mains de ce type sont sur la barrière. Et il fait un bain de foule, il va serrer des pognes, etc. Et donc, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui vient à son contact. Le seul truc, c'est que normalement, quand tu es en déplacement, c'est un petit peu plus facile parce que tu as une personne en tête, en forme de triangle, des personnes sur les latéraux et deux personnes qui sont derrière, dont un en général avec la valise en Kevlar pour pouvoir l'ouvrir à tout moment, quoi. Voilà, à tout moment. Mais là, tu as des barrières et donc tu as des gens derrière en civil, des baqueux, et y compris des gendarmes qui étaient là pour soustraire ou extraire l'individu. Est-ce qu'on peut faire un exemple? Par exemple, on met Audrey derrière la barrière et elle va claquer Philippe, par exemple. Attends, s'il te plaît, je fais 1m20. Mais t'es pas très grand non plus. Non, c'est pratiquement inévitable. C'est très compliqué à déceler et ça va super vite. J'aimerais qu'on écoute Nasser pour sa chronique, mon cher Nasser. Alors, le cri de ralliement des rois capétiens a retenti dans le cœur de la République. C'est un geste insupportable. Un citoyen a levé la main sur le président. On a assisté à une défaillance des services de protection de la personne d'Emmanuel Macron. Montjoie-Saint-Denis, que trépasse si je faiblis. Tout le monde se souvient de cette réplique culte dans le film Les Visiteurs. Aujourd'hui, cette formule a pris une toute autre signification. Elle est le slogan politique depuis qu'un homme l'a hurlé au visage du président de la République, avant de le gifler. Cette scène s'est passée hier à Train-l'Hermitage, dans la Drôme, alors qu'il était en visite devant un lycée. Un militant royaliste a saisi le président par le bras et l'a frappé au visage en criant « Montjoie-Saint-Denis, à bas la Macronie ». Ce cri de guerre des chevaliers français au XIIe siècle a surgi des entrailles de la France profonde. Les Français ne seraient donc pas tous républicains ? À l'heure du débat sur le séparatisme, au moment où des citoyens de confession musulmane sont stigmatisés, à l'instant où des quartiers et leur population sont montrés du doigt, le grand remplacement, les territoires perdus de la République, alors que les gorges d'extrême droite se gargarisent de haine pour l'immigration. L'histoire ressurgit de cette main de souche française qui frappe le visage du président. Le Tour de France du locataire de l'Élysée s'annonce mal. Au-delà de la violence, les journalistes nous parlent d'un incident, un casse-tête pour le service de communication du président. Comment gérer cet événement pour le moins humiliant et très embarrassant pour la majorité présidentielle? Je renouvelle ma condamnation de cette violence scénarisée. Pendant que l'agresseur menait son attaque, un complice filmait la scène. Personne ne connaît les motivations de l'assaillant et de son complice. Ce comportement, ces actes prémédités nous interrogent sur l'état mental de notre société. Ils ont 28 ans, ils appartiendraient à la mouvance royaliste. Le gouffre qui sépare le peuple de la classe politique semble se creuser de plus en plus. Le président minimise, il relativise, il parle d'individus isolés. D'une manière de dire circuler, il n'y a rien à voir. Cette image a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Les chaînes de la propagande officielle la passent en boucle. Cette gifle n'est pas le symptôme d'un mal profond. Est-ce possible? Jupiter a pris une tarte en plein visage. On ne respecte plus rien de ce pays. Oui, ma bonne dame, il n'y a plus de respect, c'est moi qui vous le dis. Oui, voilà. Effectivement. Bon, Nasser, bravo. Bravo, Nasser Lajili. Audrey, ça t'inspire quoi, ce qui vient d'être dit par Nasser Lajili? Alors déjà, je tiens à les féliciter parce que vraiment très bien écrit et je partage vraiment son point de vue sur la question. La seule petite chose que je voudrais rajouter à ce qu'il a écrit, c'est que sa réaction, je pense que elle pouvait être, ça pouvait être que celle-ci. Oui, il ne pouvait pas répondre autre chose. Maintenant, au fond de lui, peut-être qu'au début, effectivement, c'est une humiliation. Il s'est lui-même érigé dans cette position voilà, jupitérienne depuis les Gilets jaunes. Mais maintenant, en fin de compte, bon, voilà, c'est passé et il va en tirer profit. Et comme c'est un as de la communication, vous verrez... Un as, pas un as. Hein.
Non, j'ai dit un as. Ah oui, d'accord. J'ai dit un as. Un acer. Un as, AS. Ouais. C'est un as de la communication. C'est une machine de guerre sur ce point de vue-là. Et vous verrez que ça, finalement, bien sûr que ça a joué contre son image, mais ça va lui apporter 7 points dans les sondages. Et c'est pour ça, voilà, c'est ce que disait Philippe. Voilà, il a pris 7 points. Bon, je suis pas du tout étonnée, quoi. Donc c'est super contre-productif pour celui qui a fait ça, en fait. Absolument. Celui qui Mais comptait bien l'humilier, sûr. finalement, va Bien plutôt le faire passer pour quelqu'un de sympa. Et voilà, les Français ont été choqués, on l'a vu en grande majorité, même si les Mais parce commentaires que sur les réseaux c'est sociaux choquant. sont vraiment dégueulasses. Hein, vraiment, je tiens à le dire. Ah, moi aussi, j'ai j'ai posté, lu des trucs, j'ai franchement, posté c'est abusé. que je condamnais le geste et qu'il fallait que ça se combatte dans les urnes, etc., les idées. Je suis surpris de plein de gens dans mon entourage. Après, il y a des gilets jaunes et je peux comprendre leur colère. Quand on te dit 22 éborgnés, 5 mutilés, 2500 arrestations, des gens qui se retrouvent fichés, etc., la colère, elle ne peut être que légitime lorsqu'il y a un peuple qui manifeste et qui se retrouve à se faire fracasser par du bleu, c'est juste pas tenable et entendable. Et tu vois, il y a des arguments difficiles de partir en vrille parce qu'il te dit lui il sera jamais jugé pour ce qu'il a fait au peuple. C'est ça. Alors en tout cas vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous en avez pensé de ce geste, évidemment, au 01 40 33 9000. Et j'ai aussi encore 2 autres invitations à vous offrir maintenant tout de suite pendant la pub. Là vous m'appelez, la première personne à m'appeler repartira avec 2 places pour la première du spectacle l'orchestre de la Casbah pour les amateurs de Chablis. C'est là que ça se passe au Cabaret Sauvage, c'est à partir de demain 19h pour la première. Donc on vous offre 2 places après Tariq. Eh bien à qui le tour? Réponse dans un instant. 01 40 33 9000. À tout. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et en direct avec Philippe Boriecki, avec Audrey Pronosti, avec Nasser Lajili pour conclure donc sur cette affaire qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, qui a fait réagir l'ensemble de la classe politique. La gifle qu'a reçu le président de la République, que tout le monde a condamné évidemment. Voilà, tous les partis ont condamné cette gifle du Rassemblement National en passant par la France Insoumise. Enfin, vraiment, tout le monde est d'accord pour le coup. C'est pour ça que j'ai titré la gifle qui met tout le monde d'accord. C'est évidemment intolérable et condamnable. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Peut-être en guise de conclusion, ce qu'on peut retenir de cette affaire, est-ce qu'il faut quand même, au travers peut-être d'un événement isolé, j'ai envie de dire, d'une personne qui est probablement mal dans sa tête ou qui a voulu peut-être récupérer à des fins politiques un geste, etc. Est-ce qu'il faut pour autant généraliser à une certaine violence qui s'exprime dans notre société, Audrey ? Moi, je vais pas faire une généralisation, mais par contre, comme je disais tout à l'heure, ça révèle quand même un certain malaise. Je dis pas que ce qui s'est passé reflète la totalité du malaise. En fait, il faut pas l'ignorer. Ce qui s'est passé, il faut vraiment pas l'ignorer. Il faut pas le minimiser comme le président l'a fait. Qu'il le fasse, c'est son rôle. Il n'y a pas de souci, je le comprends. Ouais. C'est légitime. Mais maintenant, il faut pas considérer ça comme un acte seulement isolé. C'est absolument pas normal. Ça n'aurait pas dû arriver, ça ne doit pas arriver et ça ne devra pas arriver à nouveau. Voilà, tout simplement. Très bien, un petit mot là-dessus, Nasser, pour conclure sur cette affaire, évidemment. Ça doit être un acte isolé. Alors, sincèrement, moi, je ne pense pas que ça soit un acte isolé. Ouais. Je pense que c'est aussi. Ça traduit bien plus ? Bah bien sûr. C'est l'ambiance qui règne dans notre pays malheureusement. Et le fait d'oser. Bah oui. Et aujourd'hui, c'est pas forcément dans les banlieues qu'on va voir ce qui s'est passé hier. Donc on constate que c'est dans toute la France, c'est dans la France profonde, comme ça peut être dans les banlieues, comme ça peut être dans les quartiers. Et ça, je pense qu'il faut surtout pas le négliger. Ça, c'est un point de vue personnel. Après. Bon, c'est Philippe pour rajouter un petit truc. Faut pas l'oublier. Non, mais que le climat est délectère et certains qui sont indignés hier ont contribué à ce qu'on vit aujourd'hui. Ils contribuent régulièrement avec leurs propos. Quant à certains qui disent voilà, qu'ils dégagent du balai, etc., et qui viennent jouer... C'est la démocratie qui le décidera en 2022. Ouais, voilà, non, mais il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des choses, comment tu les amènes et que tu engraines les gens à être complètement, à se radicaliser et être complètement perchés, quoi. Allez, on enchaîne avec notre invitée. Elle s'appelle Sonia. Bonjour Sonia. Ça sera Wissam. Wissam, pardon. Bonjour Wissam. Allô ? Allô ? Hop, allez où Wissam ? Ça va arriver. Oui, allô ? Oui, bonjour Wissam, comment allez-vous ? Bonjour. Ça va et vous ? Oui, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2 pour parler évidemment d'une maladie que beaucoup de gens
ont découvert grâce à quelqu'un qui est célèbre et qui en est décédé, c'est Grégory Le Marchal. C'est la mucoviscidose. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit concernant donc. Alors déjà moi je suis le frère de celui qui est atteint de la mucoviscidose. D'accord. C'est une maladie des poumons qui est une maladie dégénératrice qui attaque après tous les organes du corps humain. Donc là, celui qui a atteint, c'est mon frère, bien sûr. Il a 43 ans. On a détecté cette maladie à son enfance, à sa naissance, quoi, en fait. Donc voilà, aujourd'hui... Ça se traduit comment, Wissam, pour votre frère, histoire qu'on se rende compte un petit peu, quelles est un petit peu les conséquences, les séquelles de cette maladie? Mon frère ne vit qu'avec un seul poumon depuis sa naissance. Donc problème respiratoire en permanence. Problème respiratoire en permanence, il est sous oxygène en permanence. Dès qu'il fait un effort, justement, impossible pour lui de faire de gros efforts, quoi. C'est avis des médicaments. Là, on a détecté que justement, il faisait des allergies aux médicaments qu'il prenait tout le temps, quoi. D'accord. Donc il est traité et il fait des allergies aux médicaments qu'il prend, c'est ça? Voilà, tout à fait. Parce que justement, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est une maladie dégénératrice, donc qui attaque les autres organes. Et c'est difficile maintenant de trouver un médicament qui puisse l'aider à vivre correctement, quoi. Alors Wissam, votre appel aujourd'hui auprès des auditeurs de France Maghreb 2 du Grand Forum, puisque donc on l'a compris, donc votre frère fait des allergies aux médicaments qu'il doit impérativement prendre pour maintenir, j'ai envie de dire, cette maladie, pas la stopper, mais en tout cas la ralentir, la stabiliser exactement. Il faut faire maintenant appel à une machine qui est très coûteuse. Voilà. Alors, on a appris récemment qu'il y avait une machine qui pouvait l'aider à faire sa kiné parce qu'il a des séances de kiné régulières, hebdomadaires, même quotidiennes, je dirais, qui fait que ça lui enlève les muqueuses qu'il a dans les poumons qui attaquent ses poumons. Et les kinés nous ont dit que cette machine existait, qu'ils ont fait une découverte, qu'ils avaient inventé cette machine. Mais bien sûr, comme toutes les machines, ont un certain prix et malheureusement n'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que pour la sécurité sociale, cette machine est un confort et non quelque chose qui peut sauver la vie, en fait. Oui, alors que pour votre frère, visiblement, c'est une machine qui peut lui sauver la vie. Voilà. Oui. Alors, quand vous dites un certain prix, pour se rendre compte, c'est à peu près combien? Alors, la machine coûte 8 000 €. D'accord. 8 000 €, en sachant que tous les 2 mois, il doit racheter tout ce qui est tuyau, tout ce qui est tuyau en bout pour éviter les infections. Parce que bien sûr, c'est une machine qui va enlever tout ce qui est bactéries, etc. Mais il faut changer les tuyaux tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il va devoir débourser 450 €, mais... ça va être possible, mais c'est le prix de la machine en lui-même qui nous pose problème. 8 000 € aujourd'hui, avec le Covid, avec tout ça. Ouais, alors vous avez lancé une cagnotte possible. Oui, on a lancé une cagnotte. Par contre, on n'a pas lancé une cagnotte Litchi ou quoi que ce soit, on a lancé une cagnotte PayPal. J'ai envoyé le lien à Philippe parce que en sachant que la cagnotte Litchi prend 2% de la somme qu'on a investie. Ça veut dire 12%. 12%. Ouais. Voilà, 12%. Ça veut dire que si on atteint les 8 000 €, on aura 12% qui serait déduit. D'accord. Donc, alors pour le PayPal, ça va être compliqué de donner comme ça en direct à l'antenne, mais on l'a. On l'a, je sais pas. On peut essayer.
Bah voilà. Alors, on va vous le mettre, on va vous le mettre sur Twitter, le grand forum FM2. On va vous mettre aussi le lien peut-être sur le Facebook, puisqu'on est en live en ce moment. C'est ça. Voilà, pour ceux et celles qui souhaitent évidemment aider le frère de Wissam à pouvoir obtenir cette fameuse machine qui, vous l'avez entendu, va lui sauver la vie. Donc là, pour le coup, c'est un élan de générosité auquel on fait appel pour essayer à ce que Wissam, qui fait des allergies aux médicaments qu'il doit impérativement prendre pour bien stabiliser sa maladie, qui est la mucoviscidose, bien fait des allergies aux médicaments. Donc il doit se munir d'une machine qui coûte 8 000 €. Et donc il y a un PayPal qui a été ouvert pour aider la famille, pour aider le frère de Wissam à obtenir donc cette fameuse machine qui va lui sauver la vie, machine qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale puisqu'elle considère que c'est une machine de confort. Or, dans le cas du frère de Wissam, c'est une machine qui va lui sauver la vie, et grâce à vous évidemment et à votre générosité. Donc on vous met tout cela sur Twitter, le grand forum FM2, sur Facebook. On est en live où d'ailleurs? Mais sur Christophe le Grand Forum. Christophe le Grand Forum, voilà, vous allez sur Facebook et vous aurez le lien évidemment dans les commentaires. Bon courage à vous en tout cas, Wissam, et bon courage en espérant que ça puisse vous aider, cet appel sur France Maghreb d'aujourd'hui, et que ça puisse surtout aider votre frère. Merci, en tout cas je tiens à remercier à tous les auditeurs qui vont participer, même participer de 5 €. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons, quoi, donc... Ouais. C'est très gentil de votre part de m'avoir écouté en tout cas. Avec grand plaisir et bon courage à votre frère. Merci beaucoup Wissam. Dans un instant, on va accueillir des membres de l'association Capis. On va partir au Maroc. On parlait du médical avec le Maroc. L'association Capis dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de ce mercredi soir. Soyez les bienvenus, c'est le grand forum en direct sur France Maghreb 2. Bonsoir. Merci, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, on est là. Divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Audrey Pronostai, Philippe Bouriaki, Nasser Lagy sont avec nous évidemment, et nos invités pour on va parler un peu du Maroc, les enfants, pour parler de l'aspect médical avec le Maroc. On accueille l'association Capis qui sont avec nous, avec Hassan et Naïma. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour, voilà. Voilà. Nous accueillir sur vos. Alors, présentez-vous d'abord. Hassan, vous êtes le président, vous êtes quoi? Je suis le président fondateur. Bienvenue, monsieur le président. Merci à vous. Oui. Le cercle d'amis des petits invalides à scolariser a été créé en 2012 par des parents d'élèves à Villeneuve-la-Garenne. Nous avons pensé à aider au début des petits enfants atteints de différentes maladies. J'étais très attentif à l'appel de Wissam sur la situation de santé de son frère. Là, on se trouve de l'autre côté de la Méditerranée où juste une chaise électrique pour ramener un enfant à l'école coûte très très cher. Les parents sont désœuvrés. La plupart, ils sont des personnes journalières qui travaillent de jour en jour. Nous, parents, ici en France, nous avons pensé à tendre la main au-delà de la Méditerranée et aider des enfants qui ont besoin aussi, comme le nôtre, d'aller à l'école, s'instruire. Nous avons commencé avec une petite jeune fille qui a reçu sa première chaise, qui était très très heureuse. Et aujourd'hui, je suis heureux de savoir qu'il est à la fac. Ah oui. Donc il a fait un parcours extraordinaire de la CM2 jusqu'à la fac. Et nous sommes heureux de voir des enfants aller au-delà malgré la lourdeur de leur handicap. Et justement, avec la situation du Covid, les frontières fermées, ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu des choses en attente, Hassan? Très compliqué du fait que nous avons beaucoup d'aide à ramener au Maroc. En février dernier, nous avons convoyé 44 tonnes dans un grand camion de matériel. C'est-à-dire, nous sommes passés de la petite chaise aux dizaines de chaises, aux dizaines de lits médicalisés. Nous sommes passés d'un enfant à scolariser à des personnes, des hommes et des femmes, atteintes de maladies d'invalidité, qui ont besoin de soutien médical. Il y a des chiffres pour être bien sûr. Au Maroc, comment ça se passe? Est-ce que vous avez recensé un petit peu les besoins et puis les attentes? Les besoins, déjà, si on va s'intéresser à une région où on travaille actuellement, c'est l'oriental du Maroc, qui est très touché par la frontière qui est fermée depuis des années entre l'Algérie et le Maroc. Une frontière qui faisait quand même vivre des familles.
Aujourd'hui, de part et d'autre, les gens sont sans travail, sans aide, et la maladie augmente. La myopathie, c'est la maladie qui touche le plus d'enfants handicapés. Il y a une explication, pourquoi d'ailleurs? Oui, mariage consanguin, malheureusement, qui est la part la plus lourde dans cette, on va dire, maladie génétique. Ça se fait de moins en moins quand même, non? Ça se fait de moins en moins, mais quand nos grands-parents ils sont mariés entre eux, génétiquement, c'est transmis beaucoup plus loin. Oui. Et aujourd'hui, donc, vous avez donc cité le cas de cette petite fille, donc, cette jeune fille maintenant, qui vous avait emmené une chaise, et aujourd'hui elle est à la fac, donc grâce à vous, elle a pu, je veux dire, se construire un horizon. Est-ce qu'il y a comme ça des exemples que vous souhaitez nous faire partager Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes femmes qui sont aujourd'hui, moi j'ai rencontré dernièrement sur Facebook, une jeune femme qui faisait ses études. On l'a pas pu l'aider jusqu'à aujourd'hui, mais elle a fait des études, elle a eu un Master 2 en étant handicapée depuis 15 ans. Alors pardon de vous poser la question, mais au Maroc c'est quand même un pays qui s'en sort plutôt pas mal. Je dirais économiquement ça va plus ou moins bien, mais voilà... comment on n'arrive pas à aider sa population? Pourquoi le Maroc n'arrive pas à aider sa population et ses enfants malades, quoi? On revient à ce qu'il disait Wissam tout à l'heure, nous sommes en France. Ouais. Et avoir une chaise électrique, c'est un confort par rapport à une chaise manuelle. Mais quand on a des sœurs et des frères dans la famille, comme Ahlam qui avait 2 frères, dont un qui est aussi handicapé qu'elle, la maman, est-ce qu'elle va s'occuper du bébé ou ramener Ahlam à l'école qui est juste à côté? Mais il faut une mobilité. Cette mobilité, à la faire avec des bras malades, une sclérose la sclérose en plaques qui est lourde comme handicap. Alors, je peux vous dire que moi, la voyant dans un robot, parce que la première chaise, c'était un robot qu'on lui a offert, la voyant aller à l'école avec ses copines et ses copains autour d'elle qui sont très fiers de la voir. C'est ça aussi, c'est le confort. Quand on parle de confort, on parle aussi de manque de moyens pour un État de payer tant de matériel pour une population qui, malheureusement, je vous ai dit, le handicap se voit aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Avant, moi, je ne voyais pas beaucoup d'images, beaucoup d'enfants. J'appelais ces enfants-là, comme je l'ai toujours dit, des enfants invisibles. Alors Naïma, peut-être qui va nous dire un petit mot quand même, qui est avec nous de l'association Capis, pour nous dire un petit peu, nous présenter un peu cette association. Donc merci de nous recevoir. Donc Naïma, je suis la secrétaire générale de l'association Capis France. Ouais. Donc oui, pour vous dire, alors moi j'ai bien près du micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors vous m'entendez mal? Oui, allez-y, bien près, voilà. Faut lui faire des bisous au micro. Voilà. Je suis assez près? Voilà, parfait, nickel. Bon. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que donc moi je fais partie de l'association à peu près depuis 2 ans maintenant. Moi je suis déjà dans le domaine de la santé, ici en France. Vous êtes je suis directrice adjointe d'un centre de santé. D'accord, ok. Donc, de manière assez naturelle, j'ai pris part au projet porté par Hassan. Donc, on a fait beaucoup de choses depuis. Là, principalement, ce qu'on essaye de travailler, c'est à la fois de solliciter des médecins qui sont au Maroc, qui souhaitent de manière bénévole soigner des personnes. Et donc, nous, on essaie de travailler sur l'aspect plus matériel, donc de leur mettre à disposition du matériel. Donc là, principalement, ça va être sur la région de l'Oriental, au Maroc, et à la fois aussi sur l'aspect financier. Forcément, il y a des dépenses qui sont incompressibles, et on a besoin de dons. Donc voilà. Pourquoi se concentrer d'ailleurs sur une région particulière au Maroc ? On ne s'est pas concentré sur l'oriental parce qu'on l'a voulu. Pour le moment, on a travaillé avec la région de l'oriental. Il faut avoir des autorisations du ministère de la Santé. Nous avons fait 5 caravanes médicales dans l'oriental. 5 caravanes médicales qui ont permis à 7500 personnes de voir médecins, spécialistes. On a eu même, dans celle de 2016, on a eu 12 professeurs qui ont été là à voir les malades. On a eu 3757 malades à traiter en 2 jours. Ah oui. C'est énorme. C'est une machine qui se met en place avec des partenaires. Donc, copier ça, le faire ailleurs, même dans d'autres pays, c'est notre grand souhait aujourd'hui. Mais il faut d'abord consolider ce qu'on nous faisons dans l'oriental. Oui, les choses par étapes, quoi. Bien sûr, nous avons ouvert 2 centres médicaux. Le premier centre médical, très gentil pour nous de dire aujourd'hui, on est fiers de traiter des enfants et d'aider des enfants atteints de handicap, à leur mettre à disposition un kiné qui les soigne tous les jours. Quotidiennement. 6 jours par semaine,
les enfants viennent, 14 par jour. Ils sont, vous savez, le problème de l'handicap, c'est soulager la douleur d'un enfant, aider un enfant à marcher correctement. Quand j'apprends que nos kinés ont permis à des enfants désœuvrés de familles très pauvres à marcher parce qu'ils avaient les pieds beaux sans passer par la case opération qui coûte cher et qui est très lourde psychologiquement pour un enfant d'être opéré par ses pieds. Ça, c'est une fierté. Il y a de quoi, Hassan. Franchement, vous pouvez être fier et bravo pour ce que vous faites, évidemment. Et je suis sûr que nos auditrices, auditeurs, ils sont sensibles. Et justement, la question qui vient de pair juste après, c'est comment peut-on faire pour vous aider à ce que vous puissiez justement répondre à des nombreuses demandes, mais aussi de nombreuses attentes, bien sûr, de l'autre côté de la Méditerranée. Bah aujourd'hui, face à cette réussite quand même qui s'est construite au fil des années, nous avons pu travailler sur le médical aujourd'hui. On fait ce qu'on appelle le médico-humanitaire. C'est-à-dire convoyer du matériel d'ici en France, parce que la France reste quand même le pays généreux qui donne, qui offre. On a des sociétés qui nous offrent du matériel très cher, des lits médicalisés qui peuvent coûter 1000 euros, 1500 euros. Ils sont presque neufs. Ils nous ont été confiés par des sociétés, par l'APF, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Nous avons travaillé avec l'APF. L'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Oui, absolument. Paris. Ils nous ont très aidés au début, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes avec des sociétés comme Proximed et autres qui nous donnent du matériel qui leur revient après un décès, après une guérison. Ils n'ont pas le droit de le remettre sur le marché parce qu'il a été payé. Et ben nous, on lui donne une deuxième vie, il est presque neuf, et ben on le convoie. Et en partenariat avec le ministère de la Santé au Maroc, qui nous donne les autorisations. Qui vous facilite les choses, il faut le dire. Bien sûr. Il faut passer par la case partenariat. Il faut se dire, on ne rentre pas dans un pays avec du matériel comme ça, on va dire, on va les distribuer. Non. On fait un partenariat construit, signé, légalisé, formalisé, et on fait rentrer, d'ailleurs, le deuxième centre qu'ils nous ont donné, c'est un hôpital, et qui nous ont offert pour tout simplement faire dedans une large partie pour mettre notre matériel qui descend. En fait, on marche sur le système français. Une personne qui est malade, qui est alitée chez elle, il aura un lit médicalisé, un matelas anti-escar, il aura un appareil peut-être pour respirer, il aura des nutritions, et on a rajouté quelque chose dernièrement, c'est les soins palliatifs à domicile. Nous avons des femmes et des hommes qui se forment tous les jours par des médecins et qui arpentent les campagnes, les rues des bidonvilles, pour aller voir une personne âgée, un enfant handicapé, alité, qui a des escarres, le soigner et lui donner encore une chance de vivre. Parce qu'un escar peut conduire à une asphyxie et la mort. Hassan, comment peut-on faire pour vous aider? Il y a les réseaux sociaux, il y a un site, dites-nous tout. Bienvenue à tout le monde. En fait, on l'a appelé le cercle d'amis, c'est pourquoi que tout le monde se sente ami avec nous, qui viennent nous donner un coup de main. D'abord, le matériel, les produits que vous avez chez vous, des pansements, des bétadines, tout ce qui peut être utilisé encore. Vous prenez? On prend bien sûr, parce que c'est ce qu'on consomme le plus pour aider les gens. Alors, comment fait-on pour se rapprocher de vous? Simple. Dans le site capis.fr. capis.fr. Ou le mail capis@capis.fr. C'est-à-dire c'est un mail ou le téléphone 06 68 80 03 61. Alors, on répète Hassan, 06 68 80 03 61. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus en tout cas et longue vie à votre association et bravo pour ce que vous faites. Oui. Non, moi je voulais juste intervenir pour dire que je suis admiratif de ce qu'il fait Hassan parce que je l'ai connu il y a 10 ans quand il est venu me présenter son projet. Et en tant qu'élu de terrain, il m'avait dit voilà, j'aimerais faire ce projet-là. Et je vois que 10 ans après, il a réussi et il n'a pas lâché le morceau. Et aujourd'hui, c'est l'une des personnes aujourd'hui qui va être présente si demain il y avait un projet qui s'organisait dans un autre pays. Parce que dans sa tête, il a l'expérience, il a le projet. Et je vois que le travail est formidable. Donc voilà. Bravo en tout cas Hassan, bravo à Naïma, c'est ça Naïma, bravo à l'association Capis, bien entendu. Oula. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus de présenter vos projets en espérant que les auditeurs répondent là aussi présents.
capis.fr sur le site internet et voilà, vous pouvez... on a tous de la bétadine à la maison, des pansements, toutes sortes de produits qui peuvent être très 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 utiles de l'autre côté de la Méditerranée. N'hésitez pas à vous rapprocher du site et de l'équipe de Hassan de l'association Capis. Merci beaucoup, à très bientôt. Dans un instant, on reçoit une autre invitée, Amina Bakar, pour parler des élections régionales, cette fois-ci en Seine-et-Marne. J'ai encore 2 places à vous offrir pour le Cabaret Sauvage. C'est demain pour la première du spectacle, l'orchestre de la Casbah, pour la première demain à 19h au Cabaret Sauvage. Le premier ou la première à m'appeler au 01 40 39 000. C'est 2 places pour vous pour demain soir. À tout de suite. Le LGF, les amis, on est en direct avec vous, avec des places à vous offrir. Vous pouvez m'appeler, évidemment, il m'en reste encore quelques-unes pour demain. Le spectacle, l'orchestre de la Casbah, c'est pour les amateurs de Shabi, avec un invité guest star tous les soirs. Ça démarre demain et pendant 4 jours au Cabaret Sauvage, demain, vendredi, samedi, dimanche, et puis la même chose le week-end d'après, pour 8 dates exceptionnelles au Cabaret Sauvage. Ça va être plutôt sympa d'ailleurs, c'est dans, je sais pas si vous connaissez tous les 3, c'est en plein cœur du parc de la Villette. Et en raison des conditions sanitaires, eh bien le spectacle se jouera dehors sur la terrasse du cabaret, donc avec le canal de l'Ourcq, voilà, juste derrière. C'est juste magnifique. Tu l'as déjà vu ? Ouais, magnifique. Oh, le jeu de mots. Quoi, c'est-à-dire que tu dis en vérité que... Mais arrêtez avec vos casques là, vous m'êtes en train de me tuer d'oreilles. Franchement, je vais tous vous mettre dehors. Hein. Ah ouais. On est vraiment dissipé aujourd'hui. Ouais, je vais pas dire. Vraiment. Ouais. Non, mais c'est scandaleux ce que tu dis. Tu vas tous nous mettre dehors. Non, bah oui, je vais tous vous mettre dehors si vous voulez. Je suis déjà aveugle, j'ai pas envie d'être sourd. Donc voilà. Oh, mais Audrey, juste avant, elle a insinué que tu n'étais pas aveugle. Oui, bah, mais n'importe quoi. Oh là là, mais j'y ai même pas pensé. Mais tu te rends compte, en tout cas, on rappelle l'association Capis. Vraiment, ils font du boulot extraordinaire. Et bravo Hassan et Naïma d'être venus nous présenter l'association Capis. Si vous voulez évidemment apporter votre aide pour sauver des vies, pour aussi apporter du confort aussi à certaines personnes handicapées au Maroc. Capis.fr, c'est le site évidemment qu'il vous faut aller pour les aider, pour donner des choses voilà, concrètes, de la bétadine, des compresses, des pansements, et puis pourquoi pas aussi des fauteuils roulants, si toutefois il y en a. Bien entendu, capis.fr. Nasser, voilà, c'était super bien en tout cas. Bien vu. Voilà, bien vu. Dans un instant, on va recevoir notre invité politique. Elle n'est pas encore arrivée, visiblement. Ah bah bravo. Amina Bakar qui sera avec nous dans un instant. Elle est tête de liste en Seine-et-Marne pour les régionales 2022. 2021, pardon. 2021. Non, aparté. Un parti politique, ouais, absolument. Elle est issue de la société civile. Elle viendra se présenter à vous, électeurs de la Seine-et-Marne. On dit quoi, les Seine-et-Marnaises, Non, d'Île-de-France. Quoi, d'Île-de-France. Elle est chef de file de Seine-et-Marne, mais sa liste, c'est sur l'Île-de-France. Oui, absolument, c'est les régionales. Effectivement, tu as raison. Bien vu. Et justement, les régionales et les départementales qui se dérouleront dans 10 jours maintenant 10 jours, s'il te plaît. 10 jours. Philippe, ça va ? Ah, je suis fatigué. Je suis vraiment crevé, ouais. On sent d'ailleurs que, voilà, c'est... Nasser, tu n'as pas été, toi, cette fois-ci. De quoi ? Tu n'as pas été cette fois-ci à cette élection, non ? Non. Ouais. Tu vas pas aller voter en plus. Non, mais on verra. Quoi, tu vois, on verra. Mais non, il se barre, lui. Non. Quoi, non, il va faire une procuration. Si vous ne pouvez pas voter, faites une procuration. Ça, c'est important. Et vous allez sur... Ah bah, je suis pas étonné que tu dises ça, par contre. Quoi ? Non, j'ai rien dit. La procuration ? Non, le fait d'encourager à aller voter. Mais bien sûr, mais je prêche sa paroisse en même temps. Non, j'ai pas dit pour qui aller voter. J'aurais pas dit d'aller voter pour Julien Bayou, bien évidemment. Non, faut pas le dire. Tu n'oserais pas. Non, à partir de demain, faut pas le dire. Tu n'oserais pas. Bah bien sûr. Attends, c'est pas du tout ton Votez Julien Bayou. Bon. Alors oui, donc procuration évidemment, vous n'hésitez pas si vous voulez voter évidemment, parce qu'on s'aperçoit, on sait d'avance que cette élection sera malheureusement le parti qui va l'emporter dans cette élection, c'est l'abstention. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais malheureusement. En tout cas, c'est clair que les régionales. Alors tiens, justement à propos des régionales, il y a un artiste qui s'est fait repérer comme étant un soutien de Valérie Pécresse, c'est Maître Gims. Maître Gims qui soutient Valérie Pécresse, ça t'étonne mon Nasser ? Ah, moi ça m'a choqué. Ah ouais ? Pourquoi ? Oui, je m'attendais pas à ça. C'est le Faudel Sarkozy. C'est ça, mais surtout que quand on connaît Pécresse, on se pose quand même la question, qu'est-ce qui l'amène à Si ça fait comme Faudel, il va vite déchanter le Gims. Faut quand même dédramatiser le truc, c'est juste que c'est pas du tout dans la mentalité française. Aux États-Unis, il y a énormément d'artistes qui soutiennent des politiques. On est en France. Juste, voilà, et donc en France, on est pas. Ouais, mais alors attends, soyons honnêtes. Et tu as raison, Audrey. Alors là, j'ai envie de te tendre la perche. Ouais.
ça passe crème quand on soutient un candidat de gauche. Par contre, quand c'est de la droite, là, ça devient problématique. Non, mais arrête, c'est vrai. C'est pas dans la montagne française, c'est voilà. On va pas se mentir. Christophe. De droite ou d'extrême droite? Mais après, ce qu'il dit, c'est pas faux. Cela dit, ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est plus choquant parce que, bon, disons que la droite, ça représente une sorte d'idée peut-être fausse, d'ailleurs. Toi, Audrey, t'as pas été le 29 août à Mency. Alors, je vous invite à aller sur Christophe Le Grand Forum, à remonter. Vous cliquez sur vidéo, vous avez vidéo en direct et vous allez voir, vous en avez quelques-unes. Et vous arrivez sur la table ronde, la première et la grande table ronde de la convention de Valérie Pécresse. Ouais. Islam, radicalisation, c'est vrai. islam, islamisme, musulmanerie. Je vais remettre ça, je vais remettre les idées, les points sur les non, mais si t'entends le grand reporter, j'ai pas dit que c'était un mythe. Et je ne la défends absolument pas. À un moment donné, j'ai cru Marine Le Pen monter sur la tribune. Ça m'aurait pas choqué. J'étais un peu violent. J'étais en ambiance. Je te crois à 1000%. Je sais très bien. Christophe Le Grand Forum, témoignage. Ouais, absolument. On y était à comment dirais-je, Mency. C'est ça, au parc de Villeroy. En fait, elle est même très dangereuse parce que cette femme a une image qui paraît douce, qui paraît plus lisse, mais effectivement, elle est très dangereuse. Et on parle pas du tout d'Amina Bakar qui vient d'entrer dans le studio, évidemment. Mais non, pas du tout, pas du tout. On parle de Valérie Pécresse. Non, mais elle est rentrée, elle dit t'as vu comment il parle de moi, cela? Ça y est, c'est dans la poche. On parlait de vous avant que vous arriviez, non. Ouais. Eh ben justement, elle est avec nous. Et ben Maître Gibbs ne la soutient pas, mais à la limite, elle s'en porte pas plus mal. Elle s'appelle Amina Bakar, elle est avec nous et elle représente la Seine-et-Marne, elle se présente au régional. Bonsoir Amina Bakar. Bonsoir, merci. Bienvenue. Plus près du micro, plus près du micro, voilà. Bonsoir Amina, comment ça va? Très bien. Merci. Voilà, donc invité direct, vous arrivez direct installé, vous voyez, c'est comme ça, oui. Voilà. Alors qui Amina Bakar? Tête de liste en Seine-et-Marne, qui est Amina Bakar? Alors, je suis Amina Bakar, j'ai 40 ans, mariée, 3 enfants, j'habite en Seine-et-Marne depuis une trentaine d'années. Ouais. Je suis née à Nogent-sur-Marne en 94. Et puis, je suis élue municipale sur mon deuxième mandat sur la ville d'Avon. Avon, c'est à côté de Fontainebleau, ouais, très joli là-bas. À Garance, c'est joli Fontainebleau. Ouais, absolument. Alors, Amina Bakar, vous êtes candidate au régional, donc, et vous êtes non aparté à un parti politique, vous êtes issu de la société civile. C'est très tendance, ça, finalement, d'essayer de se présenter à une élection comme celle-ci, issue de la société civile. Est-ce que ça veut dire que pour vous, les gens, les Français en général, ont cassé finalement les partis politiques ne se ressentent plus justement représentés par ces partis politiques? Il y a peut-être une carte à jouer, non? Alors je dirais plutôt que les partis politiques se ressemblent un peu trop. Ouais. Aujourd'hui, on a besoin un peu d'alternatives légitimées par des engagements locaux et pas forcément par des parachutages ou des mises en place de partis, parce que les élections régionales et départementales sont antérieurement plutôt des élections de partis. Et aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de vouloir se saisir de ça pour être dans l'exécutif citoyennement. Alors, avant de vous laisser entre les mains de mes camarades qui vont vous questionner un petit peu sur votre programme, quel est le point fort ou les points forts que vous avez à proposer aux électeurs de la région Île-de-France, et en particulier ceux qui vont voter pour vous en Seine-et-Marne? Alors pour la Seine-et-Marne, comme pour l'ensemble du territoire, en fait, on a fait le choix de faire une fusion de mouvances citoyennes qui avaient des thématiques différentes. Et cette complémentarité est un peu le relief de notre programme. Pour ma part, en tout cas, les thématiques que je porte et qu'on porte avec également Nora, c'est plutôt une région équitable et solidaire, l'équité des ambitions, l'équité des trajectoires, l'équité des territoires. Voilà. L'équité des territoires, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que la région a été organisée beaucoup autour de Paris. C'est vraiment une centralisation tout autour de Paris, en termes de transport, d'habitat, de qualité de vie. Et qu'aujourd'hui, on ne voudrait plus cette notion de pôle. On aimerait qu'il y ait du développement local. C'est un des grands enseignements. Justement, là, c'est pour les transports. Et aujourd'hui, on voudrait également que ça redescende dans la première et deuxième couronne. Également en termes de consommation locale, d'accès à la culture, d'accès à la santé et à l'éducation. On pense également à la formation à tout âge. Et aux jeunes également. Aux jeunes, qu'est-ce que vous proposez pour la jeunesse, vous, par exemple? C'est ce qu'on appelle l'équité d'ambition et l'équité de trajectoire. Il y a beaucoup d'équité, en fait, chez vous. Oui, ouais. C'est-à-dire l'idée de se dire que la jeunesse ne peut plus rester, pour certains, pas forcément pour tous. Il y a une égalité, en fait, dans la construction des parcours professionnels et scolaires, donc un peu plus d'accompagnement dans les orientations choisies, éviter les orientations subies, celles qui sont des voies de garage. Accompagner également dans les formalités d'inscription post-bac, où des fois les familles ont été un peu perdues par rapport à la plateforme mise en place. Ça, c'est intéressant, ça. Ça a été...
Oui. Et puis accompagner les parents aussi, la fonction parentalité de jeunes enfants jusqu'à parents de lycéens, aussi bien à l'accès au numérique, à l'équipement numérique qu'aux formations. Voilà, comment est interprété, enfin comment est ressenti plutôt sur le terrain? Je suppose que vous faites vous allez sur le terrain rencontrer les électeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment accueillent-ils votre candidature? On a généralement un bon accueil. On est bienvenu sur l'échiquier la cartographie des candidats. Ouais. Après, effectivement, on est classé candidat petit candidat, donc on n'a pas le même accès aux supports médias et autres, mais on sent qu'il y a un engouement pour la démarche citoyenne en général et l'engagement citoyen. Amina, est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement de se retrouver au second tour? Et pour que cela puisse se faire, il y a peut-être des alliances possibles. Est-ce qu'il y a des partis avec lesquels vous seriez prêt ou pourriez éventuellement vous allier? Alors après, on n'a pas forcément d'étiquette de marquage ou d'ancrage à droite ou à gauche. On a quand même un programme qui est quand même plus ou moins social, solidaire et tourné vers l'écologie. Donc tout parti qui aspirait à mettre ce curseur pour nous est important, effectivement, au deuxième tour, parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller tout seul très très loin. Ouais. Voilà. Donc c'est un pied de nez, c'est un appel du pied aux écolos? Du tout, non, c'est surtout un appel du pied à chaque parti de vouloir vraiment prendre en compte un peu plus de concertation et d'implication citoyenne et mettre un frein à ces parachutages qui nous dérangent. Voilà. Et justement, par rapport à l'écolo, qui est très tendance en ce moment, qu'est-ce que vous proposez, vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage par rapport à ce que peuvent proposer, par exemple, Europe Écologie Les Verts? Après, sincèrement, c'est une question de curseur. C'est une question aussi de pouvoir agir directement sur le quotidien des franciliens et franciliennes. Pour nous, il y a deux choses. Il y a les transports et l'habitat. Nous avons un habitat qui est très ancien, qui a en moyenne entre 30 à 40 ans d'existence. La région n'a pas investi sur la réhabilitation ou l'auto-réhabilitation de l'habitat. On aimerait que les gens puissent vivre dans des logements décents. Ouais. Et pour cela, la crise nous enseigne que notre premier habitat est l'habitat intérieur. Donc il y a l'importance de vouloir lutter contre la fracture énergétique. Beaucoup d'habitats sont catégorisés D et E. Et puis effectivement accompagner les propriétaires et petits propriétaires qui sont étranglés par les charges des fois à pouvoir avoir accès à une rénovation énergétique par le biais d'une prime. Après effectivement en termes d'écologie on a aussi la ressource qui nous est tous en commun, la ressource de l'eau. On aimerait effectivement pouvoir valoriser l'eau dans des territoires où il y a des sources. On aimerait également valoriser les apprentissages de meilleure gestion de l'eau en déployant des maisons de l'eau sur la région. Donc voilà, des maisons de l'eau. Maisons de l'eau. C'est un peu un projet structure régionale qui est déjà porté par d'autres régions. Sur la région Île-de-France, on ne le fait pas. Donc c'est un peu une mise en structure qui a un volet pédagogique, former les générations actuelles et futures, donc la petite enfance et autres, sur la meilleure gestion de l'eau, la récupération, éviter donc effectivement le gaspillage, inciter également les acteurs de l'habitat et autres à rénover, à investir dans tout ce qui nous permettra de récupérer l'eau et des économies d'eau, parce que c'est une denrée qui va se raréfier. Et puis après, faire du dialogue entre les acteurs d'assainissement et autres et les collectivités pour créer en lien avec des innovateurs sur du dispositif, des expérimentations sur notre territoire. Elle s'appelle Amina Bakar, elle est candidate tête de liste, non encartée un parti politique pour ces régionales 2021. Le vote aura lieu le 20 et 27 prochain. Tiens, je vous donne une petite info les enfants. Il y a un sondage qui est sorti qui moi m'inquiète. 6 régions pourraient passer dans les mains du Rassemblement National. 6, c'est pas une, mais 6. Ça peut être inquiétant, mais pas surprenant. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas surprenant parce que déjà les dernières, ils étaient assez présents. Donc, à vous de cuisiner Amina Bakar maintenant. Tiens, Nasser Lajili. Non, alors moi Quoi non? Non, mais je vais donner mon point de vue et je trouve que c'est très admiratif ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'étais candidat au régional en 2015 avec une liste citoyenne, effectivement. Et je sais le travail que ça demande. On n'avait pas fait grand-chose, mais l'objectif c'était d'exister aussi. Ouais. Donc de montrer aussi qu'il y a une partie de la population qui ne se retrouve pas forcément dans les partis politiques existants. Et je trouve que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est la continuité d'un cheminement qui est en train de s'organiser dans plusieurs départements, dans plusieurs régions. Et je sais qu'il faut quand même plus de 200 candidats pour être présent au régional. Il faut les trouver. Quand 209. On sait que, oui, 209. Donc voilà. Donc, il connaît par cœur, Philippe. Mais bien sûr. Mais un peu de temps. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis que je suis admiratif, parce que dans les partis traditionnels, on n'a pas les difficultés que les petits partis, entre guillemets, qui essayent de s'organiser à trouver. Il faut de l'argent, ce qui coûte énormément cher quand on fait une campagne. Parce que comment vous faites d'ailleurs, Amina Bakar, pour payer votre campagne? Poser, voilà, tu vois, je l'anticipe. Comment vous faites pour payer votre campagne? Du coup, on est 209 candidats. On fait appel effectivement à la participation de chaque candidat. On fait appel aux dons aussi, parce qu'on pense que le financement participatif est un financement... Et ça marche? Bon,
On est au balbutiement, mais voilà, on essaime l'exemplarité et on espère que d'autres viendront. Après, l'idée aussi, c'est de montrer l'exemple, la preuve par l'exemple que demain, on peut financer des projets au titre de la région par des financements alternatifs, qu'il y ait assez d'augmenter les budgets pour financer moins, et peut-être plus intéressant d'essayer de trouver des budgets alternatifs, dont le crowdfunding, dont le budget participatif qu'on voudrait pour des citoyens et citoyennes. Et ça pourrait aussi attirer, des citoyens qui ne se retrouvent pas dans les partis. Et donc ça, je pense que c'est important pour faire vivre cette démocratie, que des partis indépendants soient présents dans des élections. Bah ouais, ça serait bien, qu'on laisse la chance à ces gens justement issus de la société civile. Et je voulais juste te poser la question. Oui. Je me permets de te tutoyer. Tu es élu dans quelle ville et quelle est la majorité, entre guillemets, Issu de la Seine-et-Marne, sud Seine-et-Marne. Avant, c'est à Fontainebleau avant. Le territoire est plutôt conservateur droite. Ouais, c'est droite là-bas. C'est quand même très à droite. Son canton également. Donc que ce soit à l'agglo, à la ville, au département et à la région. Donc, vous êtes dans l'opposition donc. Dans l'opposition. Cette mandature, je suis dans l'opposition. Précédemment, j'étais dans la majorité. J'étais adjointe au maire à la vie associative et petite enfance. Et puis voilà. Ah, t'avais collaboré avec la droite juste avant. C'était une liste sans étiquette. Voilà. Il y a des méhins. Audrey, pronostic question à Amina Bakar, notre invitée aujourd'hui. J'ai 2 questions. Tout à l'heure, c'est des questions très courtes pour une fois. Merci, ça y est, tout à l'heure, vous parliez de l'accompagnement auprès des jeunes pour leur orientation scolaire. Tu es ravissante aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, mais c'est parce que je parle pas beaucoup en fait. Ça me fait des compliments. J'aimerais savoir comment vous comptez vous y prendre parce que ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse énormément. Voilà, donc... Aujourd'hui, à présent, en fait, il y a des conseillers d'orientation dans les établissements scolaires et également dans les lycées, bien avant les études, avant leur choix post-bac. Et ces conseillers d'orientation, c'est ce qu'on appelle, sont surtout amenés à rencontrer nos élèves sur rendez-vous, pour la plupart ceux qui savent déjà plus ou moins quelle sera leur orientation. Je connaissais les conseillères de désorientation à l'époque. C'est pas suffisant. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des métiers de demain n'existent pas à notre jour. Donc il y a effectivement plus à promotionner des évolutions de parcours de scolarité, avec des fois des bifurcations, parce qu'on peut avoir bac+1 et puis changer, passer de l'histoire à psychologie. Exactement. Et aujourd'hui, on doit valoriser les parcours plutôt que, effectivement, ce qu'on aime bien, c'est le tout diplôme ou le tout école. Et on peut passer d'une école de Sciences Po à une école de commerce et puis finir dans une formation professionnalisante pour prendre du secrétariat. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans les trajectoires croisées. Donc, ce qu'on aimerait, nous, c'est investir sur l'orientation en amont, bien en amont. Donc, dès déjà la troisième, effectivement, la seconde, pour que les enfants puissent rencontrer la conseillère d'orientation ou une personne en termes d'orientation pour présenter les panels, mais également faire le lien avec le milieu professionnel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des savoir-être et des savoir-faire qui pêchent, déjà pour le stage de troisième pour les élèves qui le cherchent, et pour après, pour leur première expérience professionnelle. Et on aimerait effectivement que des ateliers de compétences professionnelles soient mis en place auprès des lycées pour que les jeunes puissent avoir ce pont également entre les apprentissages théoriques, on va dire, et les apprentissages pratiques. Après, ces points qu'on aimerait, il y a déjà des journées sur l'orientation une fois juste avant les choix post-bac, généralement vers mars. On aimerait que ce soit bien en amont parce que les parcours, par exemple, pour les grandes écoles, il faut savoir que la scolarité est étudiée déjà même sur le collège. Les enfants qui seraient s'y intéresser les dernières années du lycée, c'est déjà trop tard en fait. Donc ça se construit, un parcours se construit. On aimerait vraiment promotionner ça pour qu'il y ait une égalité des trajectoires à terme. Deuxième question, Audrey. La deuxième question, c'était sur les aides sociales. Comment vous comptez... comment vous comptez mettre en place pour faciliter en fait le système des aides sociales, tout ce qui est la CAF, le RSA, tout ça. T'es ravissante, Audrey. Merci. C'est quoi, au bout de 20 ans, ça y est, tu craques? Ouais, il se rend compte que maintenant, tu sais... Attends, je l'appelle. Alors, Amina, pardon, vous inquiétez pas. Alors, il est vrai que l'action sociale est plutôt du domaine de la compétence du département. Le RSA est versé par le département. Après, au niveau de la région, il y a des accompagnements pour nous plus tournés vers l'insertion et la formation. On pense à la formation à tout âge en se disant qu'on croit en ce que l'humain puisse se renouveler en termes de formation, avoir accès plus aisément à ces formations à tout âge, pour les seniors, pour les mamans qui sortent de monoparentalité ou père aussi, parce que ça se fait dans les deux sens, ou pour les plus jeunes, également à l'insertion. Ce qu'on aimerait également, c'est que ce soit en lien avec le milieu des entreprises du territoire. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les entreprises du territoire travaillent avec des fois Paris, en dehors et autres. On aimerait qu'il y ait une économie plus ou moins locale avec les systèmes dupliqués des BNI, c'est-à-dire que les entreprises qui font du business avec l'entreprise du territoire. Et en même temps, de la même façon, recrutent et forment également des personnes du territoire
les publics également les plus éloignés de l'emploi. Donc on aimerait que ces dispositifs-là, qui correspondent à l'innovation sociale, soient un peu plus essaimés sur les territoires ruraux, périurbains et autres, et pas forcément que sur Paris, où tout se concentre. C'est ce qu'on appelle la Paris centralisation, dont on aimerait sortir, et accompagner le plus possible les publics vers le retour à l'emploi. Comment il s'appelle votre tête de liste? Merci. Fabiola Conti. Fabiola Conti. C'est important. Fabiola Conti. Parce que vous êtes tête de liste dans votre département, mais il faut peut-être aussi préciser. C'est le comte Fabiola Conti. Alors, Bouriaki, justement, question. Alors, je précise que Bouriaki est lui aussi candidat au régional. Votre concurrent. Voilà, votre concurrent direct. Europe Écologie Les Verts, hein, c'est pour ça que. Voilà, Pour l'écolo. Moi, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, mais on est dans le pôle écolo. Non, je salue la démarche parce que je sais ce que c'est de partir de rien. Nous, on a connu l'outre-tombe, donc je sais que c'est pas facile. Je sais que faire imprimer des professions de foi et des bulletins de vote, ça coûte une blinde. Je sais ce que c'est. Même quand tu arrives sur les marchés où tu fais du porte-à-porte, même si tu es sans étiquette et citoyen, tu entends un discours assez récurrent. Vous y allez pour la gamelle. On ne voit jamais uniquement pendant les élections. Comme je suis candidat et qu'on est potentiellement concurrent, j'ai en général la bienveillance pour les listes qui essayent de porter autre chose. Alors justement, j'ai regardé un petit peu, on a beaucoup de points convergents plus que de divergents. Voilà, ça sent le ralliement. Qui fait du pied. Hein. Non, ça sent le ralliement. C'est pas elle, hein. Attends. Bah non, mais nous, comment on va gagner au premier tour? Donc il n'y a pas de ralliement, malheureusement. Je m'en excuse, mais voilà, si ça avait été la liste de Pécresse ou Laurent Saint-Martin ou Bardella, ça aurait été, ça aurait fighté ici. Là, au contraire, je salue le geste, je salue le courage et l'abnégation, parce que c'est du temps que tu passes à l'extérieur, que tu n'es pas avec ta famille. Des fois, tu rentres, tu as le moral dans les chaussettes parce que tu dis, tu as pris 5 ans de vent et tu dis, c'est pas possible. Alors que tu pars pour vraiment une belle chose, essayer d'améliorer l'ordinaire. Souvent, les gens qui s'engagent, et y compris dans les listes non apparentées et citoyennes, sont un constat de mise à l'écart. Et surtout pour le bien-être de la collectivité et des autres individus que tu connais pas forcément, et surtout ça part aussi d'une injustice. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de regarder dans le futur. Alors la question, Philippe. C'est pas une question. Ah oui, c'est vrai. En même temps, c'était la question que je voulais dire. Par déontologie, je peux pas lui poser une question. Alors, je vais lui poser une question. Alors, justement, vous avez parlé des collèges. Les collèges, c'est pas les compétences de la région. Tu vois, ça serait dégueulasse de faire ça. Et au contraire, ça part d'un principe juste et intelligent, c'est-à-dire de coordonner les différentes structures, le millefeuille administratif, le territoire. Et si, j'ai plein de questions, mais ça se fait pas, quoi. Ça. Oui, voilà, c'est vrai. Non, mais les candidats, les candidats, il y a un truc, ça s'appelle la déontologie. Et moi, je m'impose cette déontologie lorsqu'on est avec des gens qui s'arrachent pour y arriver et faire entendre un autre son. Tu sais, nous à Europe Écologie Les Verts, on le dit, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et on tend toujours la main. Pourquoi il est kiffant ce parti? C'est parce que un homme, une femme, une voix. Et moi, je vous invite à venir. Moi, je dis un homme, une femme, un enfant, un homme, une femme, un mariage. Non, il y a une femme, un mariage, un homme, un mariage. Oui, d'accord. Hein. Oui. Je te rappelle que le 26 juin, nous serons dans la rue pour la marche des fiertés, pour l'égalité, contre l'homophobie et la lesbophobie et les LGBTQI+. Il y a une manifestation, il y a une manifestation contre l'extrême droite, vous y serez? Ouais, bah évidemment. Ah ouais, bon, c'est samedi en tout cas. Évidemment. Amina Bakar, pourquoi il faut voter pour vous le 20 juin prochain? Est-ce que Bouriaki est sympa? Non. Surtout pas pour cette raison. Amina, pourquoi il faut voter pour vous, Amina? Il faut voter pour la liste citoyenne, pour la démarche citoyenne, pour lutter contre l'abstention également, pour l'implication locale légitimée par certains qui s'impliquent tous les jours pour œuvrer pour un meilleur quotidien localement, comme c'est mon cas, mais comme plein d'autres sur la liste. Je ne parle pas que de mon cas exceptionnellement. Et pour qu'on retrouve un peu d'entente et de concertation démocratiquement dans cet exécutif de la région. Ouais. Bon, en tout cas, vous souhaite bonne chance. Vous avez réussi à imprimer les bulletins et les faire diffuser? On les récupère vendredi, ouais. Ah oui. Et comment vous avez eu l'argent? Voilà, tu veux une question? Tu veux une question? Moi, je sais ce qui se cache derrière. Elle a expliqué, elle a répondu. C'est bon, il l'a dit. Elle a expliqué tout à l'heure. Non, je sais. Non, mais en tout cas, félicitations et beau parcours.
Oui, vas-y. Ouais, non, je voulais juste te remercier, surtout toi, parce que... Ah oui, merci. Non, mais vraiment, pourquoi? Parce que je sais très bien les difficultés qu'il peut y avoir quand on est candidat. Je me rappelle en 2015, c'était compliqué parce qu'on était boycotté de partout. On ne voulait pas nous montrer, entre guillemets, et on était des petits partis qui valaient rien, quoi, tout simplement. Et là, quand on voit que France Maghreb 2 invite des listes indépendantes, des candidats au quotidien, ça fait du bien et ça fait plaisir, parce que ça donne le choix aussi. Ça donne le choix aux auditeurs et auditrices pour les prochaines élections. Pour les municipales, hein, t'as beaucoup de gens et c'est vraiment tout à ton honneur. Et je rappelle d'ailleurs aux Algériens qui sont invités à aller voter à partir de demain, vendredi et samedi dans les différents consulats. C'est les législatives anticipées, ça démarre demain, donc 3 jours de vote et avez-vous de faire votre choix et le bon. Voilà, pour qu'on ait enfin des députés qui représentent la diaspora algérienne, parce que les députés sortants, franchement, on ne les connaît pas, on n'a jamais vu à l'œuvre. Il serait peut-être bien d'avoir une nouvelle députation avec des gens qui se fassent plus remarquer et qui travaillent enfin, j'ai envie de dire, pour la diaspora algérienne. Merci beaucoup Amina et bon courage pour la suite et merci d'être passé par ici. Merci, j'ai juste oublié de dire le nom de la liste. Donc le 20 et 27 juin, votez pour la liste Île-de-France, Île-d'Europe. Île-de-France, Île-d'Europe. Île-d'Europe, conduite par Fabiola Conti. Pourquoi Île-d'Europe? Parce que nous avons effectivement la possibilité de bénéficier de financement de fonds européens pour nos territoires. Quand je dis nos territoires, c'est aussi bien les quartiers, la ruralité que les villes. Et qu'aujourd'hui, c'est sous-utilisé. On aimerait effectivement pouvoir avoir une perspective européenne de notre région qui est très concurrencée et qui doit l'être d'ailleurs pour être dans l'excellence et pour accompagner mieux nos projets. Merci Amina, à très vite. Allez, encore 1, 2, 3, 4 places à vous offrir pour demain à 19h au Cabaret Sauvage pour la première du spectacle orchestre La Casbah. 01 40 33 9000, à vous de jouer. Le grand forum, les amis, on est là en direct pour quelques minutes encore avec Bouriaki, voilà, qui, ça y est, je pense qu'il va y avoir alliance. Hein. Je pense qu'il va y avoir alliance. C'est clair et net. Amina Bakar, là, elle va pas repartir les mains vides, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Non, mais faut les aider quand même. Mais bien sûr qu'il faut les aider. Voilà. Ouais. Nasser Lagili et Audrey pronostic. Comment ça va tous les trois? Ça va? Vous avez passé une bonne émission? Ouais, c'était super. C'était la meilleure émission de ma vie. Est-ce que tu as envie de revenir la semaine prochaine, toi? Je sais pas. Continue sur cette lancée. Hein, tu commences à te la raconter, toi? Non, je me la raconte pas. Mais quand je vais être conseiller régional, je vais pas venir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te boycotter. Tu vas faire comme Dionor Excellent? Oh, ça balance les noms. Ouais, c'est vrai que Dionor t'avais donné ta parole. Franchement, je rappelle d'ailleurs à Dionor, je sais pas s'il nous écoute. Alors, moi, je rectifie qu'il répond toujours aux messages. Quoi? Moi, il m'a répondu. C'est pas ce que tu m'as dit il y a 2 jours. Tu m'as dit, oui, il me répond jamais. Comment tu mens? Non, il m'a répondu quelques mois après parce qu'il fallait qu'il prenne son investiture, tout ça, mais il répond. Donc voilà. Ouais, bah écoute, voilà, je lui réitère l'invitation. Dionor, tu nous avais promis que si tu devenais maire, ce qui est arrivé hein, pour toi, et on s'en félicite. Je resterai chroniqueur, je pourrais évidemment venir beaucoup moins souvent. Mais voilà, tu sais que ça va très très. Il y a une différence entre Dionor, souvent et pas du tout. Hein. Fais attention, tu sais que voilà, il y a des places sont de voilà, ça se remplit vite quoi. Oh là, ça menace. Ça se remplit vite. Mon Dionor, ça se remplit vite. Il y a du monde. Il y a du monde à la porte. Voilà. Dionor, il y a Christine Juste t'en penses pas, qui vient de tweeter. Je peux venir à sa place. L'ancienne maire de Villetaneuse là. Voilà. Parce que la rumeur roule sérieusement. Non, il crie, il roule et tombe. Je viens de recevoir un message de Jeanne Audet. Ouais. Quand est-ce que vous virez Bouriaki pour que je prenne sa place enfin? Bah donc et moi je prends ta place à la mairie, Christine. Je suis sûr qu'elle rêve de ça la nuit. C'était quoi la polémique? Non, c'est pas ça. Il semblerait que le fait que Dionor soit venu à France Maghreb 2, ça l'a énormément aidé dans certains quartiers. Voilà. Tant mieux. Voilà. Donc Dionor, si tu veux pas qu'on se présente à Villetaneuse en 2026, alors évidemment, effectivement. Bon, les amis, demain une sacrée équipe demain. Karim Alouache, Emmanuel Dupuis et Nicolas Jeanneté. C'est quand même assez Nicolas Jeanneté. C'est quand même assez centriste demain. Aujourd'hui, c'était très islamo-gauchiste. Non, je suis islamo-écologiste. Mais comment tu arrives à nous cataloguer alors qu'on ne dit rien? C'est comme ça. Bienvenue en France, Audrey. T'as découvert aujourd'hui, dès que tu te questionnes, t'es complotiste. Exactement. Voilà, dès que t'es de gauche, t'es islamo-gauchiste. Ah bah oui, voilà. Et puis si t'as à peu près raisonné, t'es macroniste. Quoi? Oh non, attends, là on te suit pas là. Là on te suit pas là. Maître Gims, sort de ce corps. C'est pas parce que t'as des lunettes comiques, tu te racontes. Non, c'est juste qu'il savait pas quoi dire. Je préfère me dire ça parce que ça peut pas aller là. Non, t'as été ravissante Audrey autour. Bah écoute, j'ai de la chance. Ça veut dire que les autres fois m'ont vu. Non, je sais pas ce que t'as, mais c'est rayonnante Audrey. Qu'est-ce que tu cherches? Eh ben rien. C'est l'été, c'est ça? Tout va bien. Ah, c'est bientôt ton anniversaire. Ah
tu t'en rappelles? Bah ouais. Ah, comment je suis touchée. Ouais. Mais c'est pas par rapport à ça, c'est qu'on. Calme-toi, calme-toi. C'est parce que quand même là, tu vas un peu loin quand même. Pas du tout, mais. Non, c'est pas ça. Pas faire courir des rumeurs. Les réouvertures de terrasses, sincèrement, ça joue sur le moral. Ouais. Et moi, en tout cas, je fais partie des gens qui étaient vraiment en down pendant le confinement. Pompez la poisse ce soir. Ruinard, vodka. Ah bah si tu payes la bouteille Ruinard, moi je veux bien. Tout le monde dort, il est 18h. Merci à tous. Rendez-vous demain 16h sur France Maghreb 2. Ciao à tous. Ciao.